à l'affaire Louise Woodward, en fait, elle m'a beaucoup intéressée parce que c'est une jeune fille au pair qui est venue s'installer aux États-Unis et qui a travaillé dans une famille de médecins. L'homme et la femme étaient médecins et travaillaient énormément. Et donc elle était très très présente, elle s'occupait beaucoup de cet enfant et c'est une jeune fille qui a commencé assez rapidement à montrer des symptômes d'une forme de folie. C'était une femme très très obsessionnelle, qui adorait les comédies musicales et qui pouvait aller au cinéma voir 15 fois le même film à la suite, enfin qui avait un caractère assez particulier. Et surtout cette affaire m'a fascinée parce que ça a été une affaire très très dure sur la question du féminisme. L'avocat de Louise Woodward a choisi comme ligne de défense d'attaquer la mère de l'enfant en disant si vous ne vouliez pas que votre enfant meure, vous aviez qu'à le garder. Et si vous ne vouliez pas qu'il lui arrive mal, bah, vous n'aviez qu'à ne pas prendre de nounou. Finalement c'est votre responsabilité d'une certaine façon. En choisissant cette nounou, vous avez tué votre enfant. Et ça a été absolument ignoble. Bon, finalement évidemment ça s'est pas passé comme ça et la jeune femme a été condamnée, etc. Mais en tout cas c'était un procès qui a montré aussi l'ambivalence de nos sociétés vis-à-vis de ce rapport au nounou et du travail des femmes, c'est-à-dire qu'on l'accepte, c'est acquis, c'est très bien, les femmes travaillent, mais en même temps s'il y a un problème, c'est quand même sur elle que va retomber la chose. Et comme c'est aussi un livre sur la culpabilité, ça m'intéressait de faire cette petite référence à Louise Woodward. Alors j'ai envie de vous lire, puisque le livre de Leila est construit d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que on rentre dans le vif du sujet véritablement, c'est-à-dire qui démarre par effectivement la mort de 2 enfants. Donc je vais vous lire le début de ce livre. À moins que tu veuilles le lire? Non, non, vas-y, vas-y. Bon, donc je mets mes lunettes. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes, le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge était emplie de sang, ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. On a photographié la scène de crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain de la chambre d'enfant et de la chambre d'enfant. Au sol, le tapis de la princesse était imbibé de sang. La table allongée était à moitié renversée. Les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mère était en état de choc. C'est ce qu'ont dit les pompiers, ce qu'ont répété les policiers, ce qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé. La nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi, ses vêtements souillés, accroupis dans la chambre, hoquetant comme une forcenée. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête. Ils l'ont relevé, malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevé lentement et la jeune interne du SAMU lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. L'autre aussi, il a fallu la sauver, avec autant de professionnalisme, avec objectivité. Elle n'a pas su mourir, la mort, elle n'a su que la donner. C'est ma voix dire. Alors, c'est une entrée en matière forte. C'est-à-dire que c'est un livre, alors moi je vais dire, parce que je l'ai lu et j'ai été attrapée, je dois le dire, pourtant dans une période de gros travail, je dois dire que c'est un livre qui prend le lecteur à partie et le lecteur en sait plus que les parents. Alors l'avantage de démarrer par cette scène, c'est qu'on sait vers quoi on va, mais ce qu'on attend de la narration de ce roman, c'est de découvrir comment on a pu en arriver là. Le problème avec Leila, c'est qu'elle n'aime pas les pourquoi, donc on n'aura pas la réponse. En revanche, à quoi on assiste, c'est quand même un enrayement de la machine. Oui, j'aime pas les pourquoi parce que je trouve qu'en littérature, les pourquoi amènent souvent soit à enfermer les gens dans des destins et à donner des espèces de réponses toutes faites, alors que je pense qu'on ne peut jamais véritablement expliquer ni une personne, ni une personnalité, ni un comportement. Je crois beaucoup à justement à la liberté sartrienne. Sartre disait qu'il laissait toujours ses personnages avoir une certaine liberté, il leur laissait toujours la possibilité de faire autrement que ce qu'ils ont fait finalement. C'est-à-dire que moi je veux toujours laisser la possibilité d'autres choses.
Et ce qui m'intéresse, donc, c'est pas le pourquoi, c'est de raconter ce que les gens font et de laisser le lecteur être spectateur finalement de ces actes-là qui sont très signifiants, qui permettent à chacun d'interpréter comme il veut et de dérouler tout ça avec une certaine distance et de mettre chacun face à l'enrayement d'une machine, une machine toute simple, toute banale, très quotidienne, qui nous ressemble. Et le but, en commençant comme ça, c'était de faire finalement de chaque lecteur un enquêteur. C'est-à-dire que je vais lui raconter quelque chose de très simple, de très banal. Je vais lui raconter un appartement qui ressemble à son appartement, une vie familiale qui peut-être ressemble à la sienne. Mais comme il sait ça, il va être extrêmement attentif à des détails auxquels dans sa propre vie, il ne fait peut-être plus attention. Il va regarder la façon dont se comporte cette nounou, ce qu'il y a dans le frigo, la façon dont elle a nettoyé la table. Tout va devenir signifiant, tout va devenir terrifiant, parce que c'est aussi un livre sur l'inquiétude. Parce que moi j'ai toujours pensé, enfin moi je l'ai ressenti en devenant mère, et j'avais une mère qui était comme ça. Moi quand je suis devenue mère, je suis devenue inquiète. J'ai été habitée à partir du jour où j'étais mère par une inquiétude profonde, par une peur, une terreur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, mais en même temps cette terreur-là, on est obligé de la taire. On ne peut pas toute la journée y penser, parce qu'on ne peut pas vivre sinon on vit enfermé avec ses enfants à les surveiller tout le temps. Donc cette espèce de terreur-là qui est là au fond de nous, qui continue à nous habiter et qui parfois devient très très aiguë par instant, c'était ça aussi que je voulais raconter. Tout à fait. La question, effectivement, c'est la question de la place. D'ailleurs, c'est pas anodin, les domestiques autrefois disaient « je cherche une place ». Quand on cherchait, on cherchait à se placer quelque part dans une famille. Et c'est vraiment un roman qui essaye d'interroger la question de la place. Où est ma place? Myriam, la mère, se demande où est sa place. Est-ce que sa place est une place de mère typique, où finalement tout est balisé, elle saurait quoi faire? Ou est-ce que sa place est sa place dans son cabinet d'avocat, où elle a le sentiment aussi de réussir à faire des choses, à compter, à donner du sens à son métier? Et Louise, elle veut sa place, mais elle la veut d'une manière dévorante, violente, d'une manière qui est prête finalement à nier le réel. Elle veut faire rentrer le réel dans ses fantasmes, et donc elle prend une place de plus en plus grande, et c'est en ça que Sylvie, la belle-mère, s'inquiète, parce qu'elle voit que la place est beaucoup trop grande, que ça n'est pas possible de compter autant sur quelqu'un d'étranger pour vivre. Et c'est ça qui, effectivement, fait qu'elle est gênée et qu'elle prévient sa belle-fille qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond. Mais alors effectivement, comme elle est confortable, Louise, finalement, les parents ne prêtent pas tellement attention à ces signes d'alarme. Le père un petit peu, qui est sans doute moins dans la relation affective, mais néanmoins, ça fonctionne. Jusqu'à, je trouve, à une scène qui pour moi était le climax du livre, c'est la scène de la carcasse de poulet. La scène, alors comment de cette frêle jeune femme au visage clair et ensoleillé a pu sortir une scène aussi terrifiante, je dois dire. Alors, est-ce que tu la racontes? Alors, la scène de la carcasse de poulet. Oui, c'est énorme. Alors, la scène de la carcasse de poulet, les premières personnes qui l'ont lue, c'est ma mère et mes sœurs, qui se sont dit que définitivement j'étais complètement cinglée. Elles étaient hyper choquées par cette scène. Cette scène, j'y ai pensé un jour parce que je crois qu'une amie à moi m'a raconté quelque chose dans ce style-là. La nounou est une femme qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est une femme qui fait attention à ce qu'elle a, à ce qu'elle mange, et quelqu'un qui ne gaspille pas. Et donc elle a tendance à garder les moindres petits bouts de nourriture qui restent, elle range tout dans le frigo, etc. Et alors que la mère, Myriam, est une femme qui est toujours inquiète pour ses enfants, est toujours inquiète que ses enfants mangent quelque chose qui est périmé, qui n'est pas bon. Et donc un jour il y a un poulet, il reste le poulet, ils ont mangé une partie du poulet, il reste un peu de viande sur le poulet, et la mère, Myriam, qui s'inquiète, jette le poulet à la poubelle. Et quand elle rentre chez elle le soir après le travail, elle allume la lumière dans la cuisine, et sur la table de la cuisine, il y a la carcasse du poulet sur laquelle il n'y a plus aucune viande. Et c'est la nounou qui a ramassé la carcasse dans la poubelle et qui a donné le reste de viande aux enfants, d'une certaine façon pour signifier à la mère vous prenez pour qui de gaspiller de la bonne viande comme ça, vos enfants mangeront de la viande même si vous jugez qu'elle n'est pas bonne. Et pour moi, en fait, c'était un roman dans lequel j'avais envie de parler de la lutte des classes, de la confrontation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et entre ceux qui ont d'une certaine façon une forme de sérénité vis-à-vis de leur avenir et ceux qui sont dans l'angoisse du lendemain. Mais j'avais pas envie de le dire de manière cliché ou grossière, et je pense que la lutte des classes, entre guillemets, finalement il faut l'incarner.
et que par exemple la nourriture, c'est quelque chose à travers lequel on peut incarner la question de la lutte des classes. Et que cette carcasse de poulet, elle en dit beaucoup sur le rapport qu'on a à l'argent, qu'on a au lendemain, qu'on a à la façon de consommer. Et ben voilà, chacun va avoir un rapport complètement différent à la consommation, mais c'est une scène aussi évidemment qui est inspirée par les thrillers, par les thrillers à la Hitchcock, par Shining, par même Liaison fatale, cette fameuse scène du lapin. Donc même Qu'est-il arrivé à Baby Jane, moi c'est un film que j'adore. Et donc Qu'est-il arrivé à Baby Jane, il y a cette fameuse scène où elle lui amène un rat à manger. Donc c'est aussi une référence évidemment cinématographique évidente.